On me demande souvent la différence entre un plugin VST2 et un plugin VST3. Alors laissez-moi vous dire tout de suite, j'en sais foutre rien. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir la différence entre un plugin VST2 et un plugin VST3. Alors quelque part, j'ai été un peu honnête avec vous dans cette introduction puisque je vous ai dit, voilà, je n'en sais foutre rien. Alors, je vais vous dire simplement, oui, bien entendu, j'ai fait des recherches pour préparer ce Bibi Blabla, mais dans l'idée, quand est apparu le format VST3, si je vous dis pas de bêtises, c'était aux alentours de 2014, 2015, en tout cas, moi, c'est là où j'ai commencé à l'installer et où on avait le choix, quelque part, où de plus en plus de plugins étaient en VST3. Et donc, à l'époque, je m'étais posé la question, quel était ce nouveau format? Et donc, ce que j'avais vu, c'est que le format VST2 allait être arrêté incessamment sous peu, et que donc, il fallait passer au VST3, qui était, soi-disant, beaucoup mieux. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais suivi les indications, j'avais installé les VST3 et puis j'avais connu pas mal de petits déboires puisque il m'arrivait d'avoir des problèmes de compatibilité entre des plugins VST2 et des plugins VST3, notamment en 2014, 2015, voire même encore 2016, j'avais pas mal de soucis entre les Universal Audio, tiens, encore eux, qui étaient donc en VST2 et en plus à l'époque qui était encore en 32 bits et non pas en 64 bits. Et puis les plugins Alliance qui étaient en VST3 64 bits. Et ça, en fait, j'avais beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je ne sais pas si c'était dû aussi à Cubase qui n'arrivait pas à gérer vraiment la différence de format. Bref, ça a été un tout petit peu le bazar. Alors aujourd'hui, clairement, le VST3 est proposé quasiment par tous les éditeurs, voire même certains éditeurs ne proposent plus maintenant que des VST3. D'ailleurs, Steinberg a bien rappelé qu'ils allaient bientôt arrêter le support du VST2 et que, notamment avec la sortie de Cubase 12 imminente, eh bien, on se pose la question de savoir déjà, ils avaient blacklisté tous les plugins en 32 bits pour n'utiliser que des 64 et donc visiblement, alors je ne sais pas si ça va se passer sur Cubase 12, mais visiblement donc Cubase, en tout cas Steinberg, va arrêter le protocole VST2. Alors VST, ça veut dire Virtual Studio Technology, voilà, qui a été inventé par Steinberg en 96. Donc vraiment, Steinberg a vraiment révolutionné le monde du home studio et le monde donc des digital audio workstation en inventant ce format. Vous avez un autre format qui est le AAX, qui est lui plus utilisé par Pro Tools, mais voilà, le format VST est quand même le format le plus répandu. Donc, en 2013, 2014, 2015, plutôt 2014, le format VST3 est apparu et il a été déjà recommandé sous prétexte que le VST2 allait vite arrêter de passer sur VST3. Alors on le voit, on est en 2022, donc pratiquement 8 ans après, le format VST2 existe toujours, mais clairement, des éditeurs commencent à arrêter le développement. La différence entre le VST2 et le VST3, on va le voir assez rapidement, assez simplement, c'est que VST2 a 2 couches, voilà, VST3 a 3 couches. Donc le VST2 a 2 couches. Donc la première couche est composée de l'éditeur et du GUI, le Graphic User Interface, ok, et la deuxième couche, c'est le processeur. Le VST3 a lui 3 couches, donc on a l'éditeur, le GUI, le Graphic User Interface. La deuxième couche, c'est le contrôleur, donc c'est tout ce qui est les informations de base et la gestion du plugin. Et ensuite, la troisième couche, c'est le processeur, c'est vraiment ce qui va gérer le son. Le VST2, donc, les 2 couches communiquent l'une par l'autre, ok? Et donc sur le VST3, chaque couche fonctionne de façon complètement indépendante, mais ne communique avec les autres parties que une fois de temps en temps. Donc en fait, on a beaucoup moins de communication, visiblement, et c'est ce qui rend le protocole VST3 beaucoup plus stable. C'est aussi, j'ai oublié de dire, ce qu'un protocole en open source,
donc qui est constamment amélioré. Et c'est vrai que on remarque entre le début du VST3, qui était forcément chaotique, un petit peu comme tous les débuts, et aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, le VST3 est super stable et vraiment fonctionne vraiment. On a des plugins qui prennent de moins en moins de ressources et je pense que c'est dû aussi au protocole VST3 qui permet vraiment un meilleur codage du plugin. Donc comme je vous le disais avec le VST3, c'est-à-dire que si une couche a un problème, les deux autres restent indépendantes et continuent à tourner, ce qui rend donc le plugin beaucoup plus stable. L'avantage du plugin VST3, c'est que déjà, il a une graphic user interface beaucoup plus resizable, comme on dit, une meilleure gestion des sidechains que le VST2. Par contre, visiblement, ce que j'ai trouvé comme information, c'est que le VST3, le protocole gérerait moins bien le MIDI. Alors, moi, qui ne suis pas un grand utilisateur de MIDI, je m'adresse à vous. Si vous avez là-dessus des infos, eh bien, mettez-le en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu comment le MIDI est géré. Est-ce que c'est vrai? Donc, j'ai trouvé des infos comme quoi le VST3 gérait moins bien le MIDI, mais j'ai trouvé aussi des informations comme quoi ça se gérait plutôt bien. Donc, là-dessus, je m'en remets à vous parce que je ne sais pas trop. Et comme je n'utilise pas trop donc, de MIDI, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc avant de continuer, petite page de pub, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger et puis des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop. Bref, je vous laisse aller faire un tour. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour gérer votre home studio et donc savoir un petit peu si vous allez utiliser du VST2 ou du VST3. L'autre avantage du VST3, c'est que quand en fait il n'y a rien sur la piste, le plugin ne travaille pas, contrairement au VST2 qui est toujours, dès l'instant que vous montez un plugin VST2, il prend toujours de la ressource, ce qui n'est pas le cas du VST3, c'est-à-dire que tant que vous ne lui envoyez pas un signal dedans, eh bien il ne travaille pas. Donc ça c'est aussi moi une des raisons pour lesquelles j'avais lu il y a plusieurs années que le VST3 était avantageux. J'avais donc préféré installer des VST3 pour cette raison-là, parce que la gestion est beaucoup plus optimisée et donc ne pompe moins sur les ressources du dos dès l'instant où on n'en voit rien dans le VST3. Dernier point important sur l'avantage du VST3, c'est que le VST3 a des multiples entrées et des multiples sorties, ce qui veut dire que les plugins sont naturellement compatibles Dolby Surround, Dolby Atmos, bref, l'avantage du VST3 est de pouvoir gérer ces multiples entrées et multiples sorties sans réécriture complète du plugin, toujours d'après ce que j'ai pu lire. Donc, pas étonnant que Steinberg annonce aussi la fin du VST2, puisque on est quand même dans l'ère aujourd'hui du Dolby Atmos, que Logic Pro a fait vraiment fort en sortant Dolby Atmos, compatible dans le Logic Pro. Donc vous pouvez aujourd'hui mixer en Dolby Atmos avec Logic Pro. Et donc on espère vraiment sincèrement que Cubase 12, qui doit arriver prochainement, je l'espère, va lui aussi être compatible entièrement avec le Dolby Atmos. Et on va pouvoir donc travailler dans Cubase 12 avec nos plugins standards, mais compatibles Dolby Atmos. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le VST3 est recommandé, parce que en raison de ces multiples entrées, multiples sorties qui permettent, sans réécriture du plugin, de pouvoir gérer Dolby Atmos et le Dolby Surround aussi. Donc, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir, si vous avez des VST2, eh bien continuer à utiliser vos VST2, mais vous allez vous retrouver, puisque le protocole va être arrêté, peut-être obligé de ne pas upgrader, soit votre dos, soit un petit peu les plugins que vous allez utiliser. Donc ça peut être le risque. Et puis on a des éditeurs, donc comme je vous le disais, qui maintenant sortent essentiellement que des VST3. Je pense à Tone Empire, par exemple. Je crois que NozHash aussi le fait. Mais voilà, je sais que Tone Empire, j'en suis sûr, ne propose que du VST3. Vous avez, à contrario, Soundtoy qui ne propose que du VST2. Et puis, vous avez aussi mes amis de chez Universal Audio qui, eux, sont restés
en VST2. Alors, est-ce que ça va vous poser un problème? Peut-être qu'à l'avenir, comme je le disais, je parle pour ma paroisse, donc Cubase 12 va sortir prochainement, enfin je pense, et donc on va avoir peut-être à ce moment-là, vu qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient mettre fin au protocole VST2, est-ce que les plugins VST2 vont encore fonctionner avec Cubase 12? En tout cas, eh bien, on le saura dans très peu de temps. Donc vraiment, depuis plusieurs années, je n'installe que des VST3 et j'ai trouvé que vraiment les plugins maintenant étaient d'autant plus stables. Et vraiment, d'ailleurs, je vous recommande, quand vous installez un plugin, comme je vous le montre ici, vous avez bien souvent la possibilité, donc, on vous propose les trois formats, et donc soit VST2, VST3 ou AAX. Il y en a même qui proposent sur chaque format la possibilité de le mettre en 64 bits ou pas. Donc vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est de n'installer qu'un seul format, puisque déjà, ça va libérer de l'espace sur votre disque, mais surtout, ça va quelque part cleaner votre répertoire de plugins, et puis vous n'allez travailler essentiellement qu'avec des VST3, ce qui va, je pense en tout cas, stabiliser votre bécane. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est vrai que les Soundtoys, j'en ai quelques-uns, mais je les utilise pas souvent, parce qu'en plus, à chaque fois que je mets un plugin Soundtoy qui fonctionne bien, là-dessus, j'ai pas de problème, mais je trouve que ça pompe vraiment beaucoup de ressources, et Soundtoy pompe vraiment beaucoup de ressources, contrairement à d'autres plugins de chez Plugin Alliance, par exemple, qui sont, en tout cas, moi, je les installe en VST3, et qui ne prennent pas de ressources. Alors, je ne sais pas si c'est dû au format, en tout cas, Soundtoy, je pense, va devoir passer, eh bien, peut-être à un moment donné à tout réécrire pour passer au VST3, donc tous les éditeurs le font, donc pourquoi Soundtoy ne le ferait pas? Peut-être que la conception de leur plugin n'est pas adaptée au VST3, donc ça, bon, ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense que, voilà, Universal Audio, pareil, ça fait des années qu'en tout cas, on demande en tout cas, je demande sur les enquêtes de satisfaction, pourquoi on passe pas au VST3. Donc ça a déjà été très compliqué pour Universal Audio de passer du 32 bits au 64 bits. Tout ça parce que, je crois de mémoire, les Apple ne fonctionnaient qu'en 32 bits, les iMac. Universal Audio, qui est Pro Mac, n'avait pas passer ces formats en 64 bits. Donc les PC, on était déjà avec Cubase en 64 bits et on avait déjà un problème de conflit. Enfin, moi j'ai eu beaucoup entre les plugins qui étaient installés en 64 bits et ces bons sens de Universal Audio qui étaient en 32 bits. Bon bref, ils ont réussi à passer en 64 bits, mais maintenant il va falloir qu'ils passent ou pas en VST3, ce qui peut-être facilitera encore, je dirais, l'utilisation des plugs Universal Audio. Alors, si vous êtes vraiment et que demain, vous avez un changement radical, un arrêt, je pense peut-être à Cubase 12, on ne sait pas, est-ce que Cubase 12 va encore supporter les plugs VST2? En tout cas, vous pouvez utiliser AudioGridder. Donc j'ai fait une petite vidéo sur AudioGridder. AudioGridder vous permet en fait de lier deux ordinateurs entre eux et de communiquer les plugins de l'un à l'autre. Donc ça marche très très bien. Moi je l'utilise maintenant donc pour mes Universal Audio qui ne sont pas compatibles avec mon processeur AMD, merci. Et donc, j'ai mes plugins Universal Audio qui sont en VST2 sur mon ordi portable, ici, reliés par un câble RJ45, qui communique avec ma tour principale, et via AudioGridder. AudioGridder qui vous fournit les plugins, en tout cas le plugin d'interface et de liaison, vous le fournit en VST2 et VST3, et donc, rien ne vous empêche d'utiliser dans votre dos donc, le plugin AudioGridder en VST3 qui va communiquer avec un autre ordinateur pour travailler sur l'autre ordinateur avec des plugins en VST2. Donc, vous avez peut-être demain la solution si vous êtes confronté à ça et que vous voulez garder certains plugins qui tournent qu'en VST2, et bien de les installer sur une autre machine, voilà, pour avoir votre machine principale avec essentiellement tous les plugins en VST3, et puis ceux qui ne passent pas en VST3, bah, peut-être les installer sur une autre machine, et via AudioGridder en plugin VST3, et bien communiquer sur une autre machine vos plugins VST2, je ne sais pas, d'un seul coup je me rends compte, mais suis-je vraiment bien clair? En tout cas, si je ne le suis pas, vous le mettez dans les commentaires. Donc voilà pour un petit peu la différence VST2, VST3, j'espère que ça va vous aider. Moi je reste pas super geek là-dessus, donc ce que je sais, voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que
Moi, j'utilise essentiellement des VST3. J'ai vraiment des machines qui sont vraiment stables. J'ai pas de problème. Je trouve que ça, les VST3, en tout cas tous les plugins que j'installe maintenant prennent de moins en moins de ressources. Alors j'imagine qu'ils sont beaucoup mieux codés. Mais en tout cas, voilà, le format est stable. Que Steinberg décide d'arrêter les VST2, moi ça va pas me poser trop de problèmes, dans le sens où je vous dis les Soundtoy, je les utilise très peu, mais ce sont des bons plugins. Et puis les Universal Audio, et bien de toute façon, je passe par une autre machine et j'utilise AudioGridder. Ce que je vous recommande si jamais vous avez un souci à un moment. Donc ne paniquez pas, si jamais eh bien, le format VST2 est arrêté, vous pouvez mettre vos anciens plugins donc, sur une autre machine et communiquer via AudioGridder. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus. Ce qui est important, je le redis aussi, c'est à mon avis de n'installer que le format que vous allez utiliser et éviter d'installer à chaque fois quand vous installez un nouveau plugin, eh bien toute la liste de plugins qui vous propose, n'installez que le format, la version qui vous intéresse. Ça va de toute façon vous faciliter la tâche. Vous allez avoir déjà une liste de plugins beaucoup moins grande et vous y verrez beaucoup plus clair et je pense que votre machine tournera d'autant mieux. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce Bibi Blabla vous a aidé. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce, ça m'aide énormément. Partagez cette vidéo auprès de vos amis et de vos amis, bien entendu. Et puis, eh bien, rendez-vous pour le prochain Bibi Blabla. On verra ce qu'on fera. Je vous embrasse, bonne semaine, ciao.